Là, nous allons passer, et quelque chose aussi sur laquelle j'insiste, donc le site actif, c'est cette petite molécule qui va permettre la fixation du substrat et qui va permettre d'initier le processus catalytique, très très important, qui va assurer la spécificité. Donc nous avons vu que essentiellement la spécificité, elle est due au site de reconnaissance. Nous avons montré les différents types de spécificité, de réaction, de substrat et la sérieuse spécificité. Et c'est ce site actif donc, qui va assurer tout ça. Et il faut le lier avec le premier cours. Nous avons dit que la protéine, c'est bien sûr la structure tridimensionnelle, voire la structure quaternaire. Et cette structure tridimensionnelle, c'est essentiellement c'est cette structure-là qui configure le site actif. Donc, parce que peut-être les acides aminés qui vont réagir au niveau du site actif se trouvent très éloignés au niveau de la structure primaire. Et c'est grâce au repliement de la molécule dans les structures secondaires et tertiaires qui vont permettre le rapprochement des acides aminés fonctionnels du site actif. D'accord? Donc, il faut faire très attention à ça. Ça veut dire que si on déplie, si on se met dans des conditions physico-chimiques qui nuisent à la structure tridimensionnelle, nous risquons de déplier notre molécule, la dénaturer. Vous avez fait ça l'année dernière. Et dans ce cas, donc, nous perdons l'activité de notre enzyme. Donc, pour préserver le site actif, c'est toujours les conditions optimales de pH, de température et de force ionique qui vont permettre d'optimiser le processus et de reconnaissance et le processus catalytique. Voilà, donc pour la classification, je crois que vous également, vous l'avez peut-être vu, donc on va la repasser rapidement. Donc vous avez deux types de nomenclature. Vous avez une nomenclature fonctionnelle, donc c'est ce qu'on utilise généralement. Vous avez la nomenclature officielle, et donc la nomenclature officielle, c'est une nomenclature qui a été établie par la commission d'enzymes en 1961, je crois, si je me rappelle bien la date. Et cette nomenclature, c'est essentiellement, elle est précédée de la mention EC pour Enzyme Commission. Après, vous avez 4 chiffres. Nous allons voir à quoi ça correspond ces 4 chiffres. Donc, si vous prenez donc, une publication qui va présenter l'enzyme ou les caractéristiques de l'enzyme ou la purification de l'enzyme, etc., c'est toujours la nomenclature officielle qui devrait passer dans le monde scientifique. C'est essentiellement la nomenclature officielle qui est exigée. Voilà, donc pour la nomenclature fonctionnelle, elle est relativement simple. Regardez, quand il s'agit d'un seul substrat, je vous donne ici l'exemple de la glucose 6-phosphorysomérase. Donc, vous prenez le nom de substrat, à côté c'est la réaction catalysée et vous mettez le suffixe ase. C'est-à-dire, vous avez quand je veux isomériser le glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate, d'accord? C'est la glucose 6-phosphate, ça c'est le substrat. La réaction, c'est l'isomérisation, donc je vais mettre isomère, après je vais mettre ase, et vous déduisez qu'est-ce qu'elle fait cette enzyme? C'est l'isomérisation de glucose 6-phosphate. Pour la pyruvate carboxylase, si je veux carboxyler le pyruvate, ça c'est la première réaction. C'est pas faites attention, la pyruvate carboxylase intervient dans une réaction anaplérotique. Je vous expliquerai ça peut-être quand on arrivera aux enzymes allostériques. D'accord? C'est pour quand il y a un problème d'oxaloacétate. Donc c'est pour ça la synthèse d'oxaloacétate. Nous verrons ça par la suite. D'accord, donc la pyruvate carboxylase, donc je vais carboxyler le pyruvate, donc je vais mettre pyruvate, la réaction c'est la carboxylation, je vais mettre le suffixe ase. D'accord, quand il y a deux substrats, et généralement, vous savez qu'il y a deux substrats, d'accord, ou plusieurs substrats, donc je mets le substrat donneur, d'accord, je mets le substrat accepteur du radical, ça c'est au cas où il y a donc un transfert. Je vais mettre le radical échangé, le type de la réaction, et je vais mettre le suffixe ase. Par exemple, vous avez l'ATP glucose phosphotransférase. ATP glucose phosphotransférase, vous avez, c'est le transfert d'un groupement phosphorylé, d'accord, de l'ATP vers le glucose.
Donc, le substrat qui va donner le groupement phosphoryle, c'est l'ATP. Le substrat qui va accepter le groupement phosphoryle, c'est le glucose. Et la réaction, c'est une réaction de transfert. Le radical qui est échangé, c'est un phosphate inorganique. Donc là, je vais vous dire ATP, glucose, phospho, c'est le radical échangé. Et la réaction de transfert. Après, il y a le suffixe ase. Donc, vous avez vu, c'est très, très simple. Donc, dès que vous voyez normalement un nom fonctionnel de la nomenclature enzymatique, vous devez savoir le substrat ou les substrats, vous devez savoir le type de réaction qui est exercée. Pour la classification fonctionnelle, voilà, elle est simple. Bon, elle est simple, on ne va pas rentrer vraiment dans les détails, dans le sens où vous allez la trouver partout sur Internet. Donc là, ce sont des fiches, vous n'allez pas mémoriser ça par cœur. Si vous vous spécialisez là-dedans, c'est très simple. Quand on a vraiment envie de chercher tous bien sûr, les numéros de code qui composent nos enzymes, on va aller sur un fichier et on va le faire rapidement, sauf que ce que je veux que vous mémorisez, c'est toujours le premier chiffre. Vous devez être capable de le mémoriser parce que ça, c'est pas du tout compliqué. D'accord, c'est ce que je vous demanderai. Je ne vous demanderai pas le reste parce que ça ne sert à rien de retenir ça par cœur. D'accord? Donc, normalement, vous avez le numéro de code. C'est EC, je vous ai expliqué, c'est pour Enzyme Commission. Après, vous avez A, B, C, D. Donc, le petit A, ça nous réfère aux 6 classes. Vous avez 6 classes d'enzymes, normalement, vous avez dû déjà les faire, d'accord? On commence toujours par la classe A, donc on va voir ça par la suite. Pour gagner le temps, je vais le faire par la suite. Donc, le chiffre B, c'est la sous-classe. Donc, la sous-classe, généralement, c'est le type de fonction chimique du substrat, d'accord? C'est-à-dire, si c'est ester, c'est une fonction ester, c'est une fonction peptidique, c'est une fonction osidique, etc. Donc, c'est un peu un type de fonction chimique sur laquelle va agir l'enzyme. Voilà. Après, le C, généralement, c'est le type de réaction. Et après, le quatrième, c'est le numéro d'ordre de l'enzyme, c'est-à-dire c'est pratiquement un sous, si vous voulez, c'est un sous-ordre du groupe C, d'accord, ou du chiffre C. Généralement, donc je vais vous expliquer ça sur un exemple. Regardez, ça c'est la phosphotriestérase. Donc la phosphotriestérase, c'est une hydrolase. Le chiffre 3, c'est l'hydrolase, d'accord. Le chiffre 1, ce sont les oxydoréductases. Je ne sais pas si vous avez fait ça l'année dernière. Le chiffre 2, ce sont les transférases. Le chiffre 3, ce sont les hydrolases. Le chiffre 4, ce sont les liases. Le chiffre 5, ce sont les isomérases. Et le chiffre 6, ce sont les ligases. Donc, normalement, du premier chiffre du numéro de code, vous devez savoir quel type de réaction à laquelle vous avez affaire. D'accord? Après, regardez le second chiffre, c'est le type de la liaison chimique. Par exemple, pour la phosphotriestérase, comme son nom l'indique, c'est une estérase. Donc, ça veut dire que cette enzyme va s'adresser ou va couper les liaisons, va hydrolyser les liaisons ester. D'accord? Donc, le grand groupe dans lequel se met ce substrat sur lequel se déroule la réaction, c'est une liaison ester. D'accord? Le troisième, voilà. Donc, c'est le type de réaction, ou la nature de c'est le type de réaction, regardez, c'est une phosphotriestérase. D'accord? Donc là, ça spécifie. Donc, c'est une phosphotriestérase. Donc là, c'est un groupe, encore une fois, c'est un sous-groupe du deuxième groupe. D'accord? Là, c'est une phosphotriestérase, donc on précise. D'accord? C'est une liaison phosphotriester. Donc, ça veut dire qu'il y a tout simplement 3, en quelque sorte, liaisons ester et 3 acides phosphoriques. Et là, c'est le dernier chiffre, c'est une phosphotriestérase, donc c'est tout simplement le sous-ordre, en quelque sorte, du quatrième chiffre dans l'ordre C, d'accord? Donc, ici, ça peut être d'autres types d'estérase. Donc là, c'est la phosphotriestérase spécifiquement. Donc là, ce sont les 4 chiffres généralement qui composent la réaction. Ces chiffres peuvent changer, donc je n'ai pas voulu rentrer dans le détail.
si c'est une transférase ou si c'est une oxydoréductase ou c'est une isomérase. Sincèrement, parfois, la signification des chiffres change, mais de toute façon, quand vous aurez besoin de ça, vous allez avoir des fiches où vous allez pouvoir suivre ça sans aucun problème. Donc là, on vous donne tout simplement un exemple général et pour les particularités, vous allez pouvoir le retrouver quand vous en aurez besoin sans aucun problème. Voilà. Donc les différentes classes d'enzymes, elles sont là. Vous connaissez tous qu'est-ce que c'est qu'une réaction d'oxydoréduction. C'est toujours un transfert, un échange d'électrons ou un échange de protons, des fixations d'oxygène en biologie. Ce sont les trois cas de réaction d'oxydoréduction. Vous avez la réaction de transfert, c'est bien sûr quand vous transférez un atome ou un groupe d'atomes d'une molécule à une autre. Vous avez les hydrolases, quand vous coupez, mais les valences disponibles vont être occupées par les éléments d'une molécule d'eau, d'accord? C'est-à-dire l'eau intervient obligatoirement dans les hydrolases, ce qui n'est pas le cas dans les liases, d'accord? Les hydrolases et les liases, tous les deux, ce sont deux réactions qui vont couper, mais dans l'une, les valences disponibles vont être occupées par les molécules, les éléments d'une molécule d'eau. Par contre, pour les liases, non. Généralement, c'est un réarrangement moléculaire au sein, de toute façon, des deux molécules de produits. C'est bien sûr, le réarrangement moléculaire va commencer au niveau de la molécule de substrat pour donner les deux produits qui sont les deux parties du substrat. Donc, l'eau n'intervient pas dans les liases. Après, vous avez les isomérases. Les isomérases, généralement, ce sont les seules réactions qui n'impliquent qu'un seul substrat, parce que vous savez que vous avez fait l'enzymologie, généralement on vous donne un substrat, un produit, donc vous avez que très peu de réactions se déroulent avec un seul substrat et un seul produit, d'accord? Donc, à part les isomérases sont les réactions type où juste un seul substrat est pris en charge par l'enzyme pour qu'elle puisse le réarranger tout en conservant sa formule brute. Voilà. Et les ligases, c'est la réaction de synthèse. Donc, ça veut dire qu'ils vont créer tout simplement des liaisons covalentes. Et vous savez bien, comme je viens de vous dire, et c'est quelque chose que je ne veux jamais que vous oubliez, toutes les réactions d'oxydation métabolique sont spontanées et sont exergoniques généralement. Toutes les réactions anaboliques, d'accord, de synthèse sont nécessiteuses d'énergie, d'accord, parce que vous savez bien que la seconde loi de la thermodynamique stipule que la réaction va aller dans le sens d'un abaissement de l'énergie libre de Gibbs et d'une augmentation de l'entropie. Donc, qui dit augmentation de l'entropie dit augmentation de désordre, d'accord. Donc, quand je fais une réaction de synthèse, j'ordonne. Parce que le désordre diminue, la fonction entropie s'abaisse parce qu'il y a instauration d'une liaison covalente. Donc là, automatiquement, c'est une réaction qui ne peut pas répondre au second principe de la thermodynamique. Et donc, c'est une réaction qui aura besoin de l'énergie pour fabriquer. Et vous savez bien, quand on veut détruire, c'est très simple. Quand on veut construire, c'est difficile. On a toujours besoin d'énergie. Vous avez besoin de beaucoup d'énergie pour se lever à 8 heures du matin et suivre mon cours ou les autres cours qui se déroulent à 8 heures du matin. Vous avez besoin d'énergie pour faire ça parce que vous êtes en train de construire un savoir, un acquis, bien sûr, dans vos connaissances. Voilà. On a toujours besoin d'énergie pour construire, donc il faut toujours la rechercher. Et vous en avez plein, vous êtes encore jeune, donc n'hésitez pas à puiser dans vos énergies pour construire votre savoir scientifique. Voilà, donc on passe à la nomenclature, on va partir à la régulation des enzymes. Là, c'est une partie qui est importante. Rappelez-vous, dans le premier cours, je vous ai dit que la différence entre les catalyseurs biologiques et les autres catalyseurs chimiques, c'est la possibilité de régulation. Bon, à part la spécificité, vous le savez. Donc, la régulation, c'est très, très importante. J'avais insisté sur le côté harmonisation. Je vous ai dit que ce sont les enzymes qui harmonisent le métabolisme intermédiaire. Donc, pas seulement
activer la réaction à grande vitesse. Faites très attention, je veux que vous ayez une meilleure connaissance voilà, de ces particularités enzymatiques, mais c'est harmonisé, c'est-à-dire l'enzyme va permettre à la réaction de se dérouler dans le rythme que la réaction qui suit nécessite, c'est-à-dire dans le rythme déjà du déroulement du métabolisme intermédiaire. Et généralement, ce rythme, il répond, d'accord, à une demande de la cellule, soit sur le plan énergétique, soit sur le plan synthèse de biomolécules, d'accord? Donc, je vais harmoniser, je vais activer la réaction dans le rythme dont aura besoin la cellule, tout simplement pour parfaire son homéostasie. Donc, faites très attention à ça. Ce n'est pas tout seulement l'activation, mais c'est également la régulation. Donc, il y a différents moyens que possède la cellule pour réguler les enzymes. Donc, vous avez des mécanismes extrinsèques, d'accord? Donc, ils ne sont vraiment pas propres vraiment à l'enzyme elle-même. Donc, vraiment, ça vient de l'extérieur. C'est juste un peu pour que vous mémorisez ça rapidement. Et vous avez des mécanismes intrinsèques, donc, qui sont propres à la structure de votre molécule. Donc, pour les mécanismes extrinsèques, voilà, vous avez deux types essentiellement de mécanismes extrinsèques. Vous avez l'expression différentielle. Donc, ça veut dire que les enzymes vont s'exprimer différemment dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez trouver des enzymes, d'accord, qui se ressemblent, qui ont le même, tout simplement, qui ont le même. Bon, c'est vrai que vous trouvez des enzymes, peut-être là, je vais peut-être aller directement dans un cas particulier, mais je préfère commencer par le cas général. C'est-à-dire, vous avez un espace, vous pouvez prendre n'importe quel espace, soit de l'organisme, soit de la cellule. Si on prend juste l'espace de la cellule, au niveau de la mitochondrie, au niveau du réticulum endoplasmique, au niveau du Golgi, etc., chaque organite a une fonction déterminée. D'accord? Donc, il a sa fonction déterminée et donc, vous savez que cet organite possédera les enzymes nécessaires pour accomplir la fonction dont il a besoin. D'accord? Il ne va pas y avoir pratiquement toutes les enzymes qui existent dans tous les micro-organismes. Et la même chose dans l'organisme, dans les micro-organites, pas les micro-organismes. Dans l'organisme, c'est la même chose. Vous allez voir le foie, vous allez voir le cœur, vous allez voir l'appareil digestif, etc., etc. Donc, chaque organe, d'accord, va exprimer différemment ces enzymes selon leur propre fonctionnalité dans cet organe. D'accord? Vous prenez par exemple, je ne sais pas, je vais toujours vous donner des exemples des choses que vous avez déjà faites. Je ne vais pas vous introduire de nouvelles enzymes, donc je vais toujours vous prendre des enzymes de ce que vous avez fait en biochimie métabolique ou en biochimie structurale au DUC. D'accord? Donc là, je vais vous prendre par exemple l'exokinase et la glucokinase. Vous connaissez l'exokinase et vous connaissez la glucokinase. Pour voir si vous suivez, qu'est-ce qu'elles font ces deux enzymes, l'exokinase et la glucokinase? Très bien. Même si vous n'êtes pas sûr, vous parlez. Vous avez, les gens qui parlent, de toute façon, je mets systématiquement un plus devant, d'accord? Parce que j'aurais besoin vraiment de ces notes, surtout si on continue la distance, d'accord? Donc, vous parlez sans aucun problème. Vous êtes qui? Ibda et Selma, voilà. Ce sont toujours les mêmes qui parlent. J'ai déjà quelque chose devant toi, mademoiselle Ibda. Je crois que la semaine dernière, lors de la dernière séance, je vous ai posé une question, il me semble. Donc, elle a raison, Selma. Donc là, c'est la phosphorylation du glucose. Donc, l'exokinase, c'est pratiquement la première enzyme de la glycolyse, d'accord? Et donc, c'est elle qui phosphoryle le glucose. Vous avez le glucose 6-phosphate. Et vous avez la même chose au niveau hépatique, c'est la glucokinase. Donc, vous avez la glucokinase et l'exokinase. Donc, ce sont deux enzymes qui sont exactement les mêmes. Donc, toutes les deux, exactement les mêmes, excusez-moi, ne sont pas exactement les mêmes de point de vue structural, mais exactement les mêmes en ce qui concerne la fonctionnalité. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Parfois, je dis des choses en pensant
C'est pour ça que je dois faire plus attention parce qu'on enregistre. Mais l'une appartient au tissu hépatique. Le tissu hépatique, vous savez bien, c'est pratiquement le moteur de la glycémie parce que tout le glucoside que nous ingérons va passer d'abord vers le foie et c'est le foie qui le dispatche vers les autres organes qui vont l'utiliser. Elle va le dispatcher vers le cœur, elle va le dispatcher vers les muscles, elle va le dispatcher vers, bien sûr, les autres organes. Donc, là, vers le cerveau, essentiellement, vous savez bien que nous ne fonctionnons pas sans glucose et c'est pratiquement le glucose est archi-dépendant, le cerveau est archi-dépendant du glucose. Donc là, le foie, normalement, reçoit énormément de glucose, doit le phosphoryler sous forme de glucose 6-phosphate. Mais au niveau du muscle, quand il y a beaucoup de glucose 6-phosphate qui se forme, il y a une régulation. Et donc, le glucose 6-phosphate va inhiber l'exokinase. D'accord? Et on va voir on va passer plutôt vers peut-être la synthèse de glycogène ou vers une autre voie métabolique autre que la voie oxydative. Vers le foie, on ne peut pas se permettre parce que le foie, c'est le réservoir. Mais c'est surtout le moteur, donc on n'a pas le droit de bloquer tout simplement la phosphorylation du glucose. Donc, la glucokinase n'est pas du tout régulée par le glucose 6-phosphate. Pas du tout. Donc là, ce sont deux enzymes qui sont pareilles, ils ont la même fonction, d'accord, mais elles vont être différentes en ce qui concerne la régulation et même les paramètres cinétiques, d'accord. Par exemple, l'exokinase, elle est beaucoup plus affine que la glucokinase. Malgré que ça s'appelle la glucokinase, mais l'exokinase présente une meilleure affinité par rapport à la glucokinase, etc. Donc, les paramètres cinétiques peuvent changer, la régulation peut changer. Donc, par contre, ces deux enzymes catalysent exactement la même réaction. Et donc là, on va parler de ce qu'on appelle des isoenzymes. D'accord, des isoenzymes. La structure primaire n'est pas pareille, donc ce qui fait on va pouvoir les séparer par électrophorèse sans aucun problème. Et en général, tous les isoenzymes, on peut les séparer par électrophorèse. Donc, les isoenzymes, ce sont des protéines ou des enzymes qui se ressemblent sur le plan fonctionnel, mais qui peuvent différer sur le plan paramètres cinétiques, d'accord, et qui peuvent également différer sur le plan de la régulation. Donc, pour cela, on va parler d'isoenzymes. Donc là, il y a une expression différentielle dans l'espace, c'est-à-dire d'un organe et d'un autre, ou d'un organite par rapport à un autre, il y a une différence de ces enzymes. La régulation n'est pas pareille. Donc, c'est ce qu'on appelle, et ça démarre déjà des gènes. Les gènes sont différents et c'est pour ça qu'on va parler de mécanismes extrinsèques. D'accord? Voilà. Ça, c'est important. Vous avez également dans le temps, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple. Je cherche toujours des enzymes que vous connaissez. Vous pouvez par exemple prendre l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est un tétramère. L'hémoglobine, c'est elle qui va nous permettre d'oxygéner nos tissus. Elle va se charger d'oxygène au niveau pulmonaire. Et elle va bien sûr ramener l'oxygène aux tissus nécessiteurs d'oxygène. C'est pratiquement tous nos tissus. Et donc, l'hémoglobine, c'est un tétramère sous forme de 2 protomères alpha et 2 protomères bêta. D'accord? Cette enzyme, elle est régulée par plusieurs, bien sûr, composés. Nous allons voir ça quand nous passerons à l'allostérie. D'accord? Et ce sont généralement, donc on va voir, elle est régulée par plusieurs choses. C'est ça qui permet en principe son fonctionnement allostérique. Et donc, dans le A3-biphosphoglycérate, et cette enzyme-là, par exemple, quand nous sommes au stade fœtal, nous n'avons pas de protomères de alpha et de bêta, nous avons de gamma, d'accord, de gamma et de bêta. Donc là, il y a une différence au niveau de 2 protomères. Ils ne sont pas pareils. Pourtant, les deux hémoglobines ont exactement la même fonction, c'est le transport d'oxygène. D'accord? Mais au niveau fœtal, vous avez des sous-unités gamma et les sous-unités gamma vont tout simplement être moins régulées, en fait, presque pas du tout régulées par le phosphoglycérate.
ça va donner une plus faible, en quelque sorte, une plus excusez-moi, pas une plus faible, mais une plus forte affinité par rapport à l'oxygène. Vous comprenez pourquoi? Comme ça, s'il y a de l'hémoglobine qui va amener l'oxygène, l'hémoglobine de la maman, arriver au niveau fœtal, au niveau bien sûr excusez-moi, je cherche le terme, bon, c'est au niveau de l'oxygène à l'hémoglobine fœtale. Ce qui fait que l'hémoglobine fœtale va être plus affine que l'hémoglobine maternelle. C'est comme ça que le fœtus va récupérer, va s'oxygéner, va oxygéner correctement ses tissus. Donc, cette meilleure affinité que possède l'hémoglobine fœtale par rapport à l'hémoglobine maternelle a un sens, voilà, elle va aller dans le sens de pouvoir fixer plus d'oxygène, récupérer l'oxygène de l'hémoglobine maternelle pour le diffuser vers les tissus fœtaux. Et ce qui fait, ce sont deux formes d'hémoglobine différentes. Et donc, quand nous sommes allés au stade fœtal, nous avons cette hémoglobine fœtale. Au fur et à mesure qu'on grandit, cette hémoglobine fœtale va être tout simplement transformée en hémoglobine adulte, c'est-à-dire ou mature. Voilà. Et donc là, c'est une différence dans le temps. Temps fœtal, plus avec l'âge. Voilà. Ça, c'est une expression différentielle dans le temps. Essentiellement que sur cette phase ou sur cette réaction que se fabrique l'énergie, vous connaissez les deux phases de réaction, donc l'exokinase et donc la première phase de la seconde partie de la glycolyse, mais cette enzyme, en fait, son rôle, c'est de transformer le pyruvate en lactate. Pour son rôle essentiel, c'est la réoxydation. C'est la réoxydation du NADH en Na+, pour réinitier, bien sûr, pour réinitier la glycolyse. Parce que s'il y a une accumulation du NADH sans qu'il ne soit oxydé, la glycolyse s'arrête. Vous savez bien, donc sur la voie glycolytique, nous synthétisons 2 NADH plus H+, qui normalement vont passer, c'est pas leur proton, leur pouvoir réducteur va passer au niveau mitochondrial pour qu'il soit réoxydé au niveau de la chaîne respiratoire quand il y a de l'oxygène. Quand il n'y a pas d'oxygène, le NADH risque de s'accumuler et donc on n'a plus de NAD+, pour bien sûr que la seconde partie de la glycolyse se déroule normalement. Et donc il y a ce qu'on appelle un feedback négatif et la glycolyse s'arrête. Donc, cette réaction est très, très importante pour la voie glycolytique, surtout quand il y a un problème d'oxygénation. Voilà, donc la lactate déshydrogénase, vous avez différents types de lactate déshydrogénase. Vous avez en quelque sorte 5 isoformes de lactate déshydrogénase. Regardez, le lactate déshydrogénase est un tétramère. Et donc, ce tétramère, il est formé, regardez dans votre tableau, vous avez le tétramère rouge et le tétramère bleu, le monomère, excusez-moi, rouge et le monomère bleu. Et la molécule, c'est 4, tout simplement, protomères ou 4 monomères. Et donc, vous avez 5 types de combinaisons. Soit elle est sous forme de H4, soit sous forme de H3M, soit sous forme de H2M2, soit sous forme de HM3, soit sous forme de M4. Donc, dans le muscle et dans le foie, c'est essentiellement le M4 qui prédomine. Dans le cœur et dans le rein, c'est essentiellement le H4 qui prédomine. Et dans les autres tissus, vous pouvez avoir, bien sûr, le mélange des autres monomères, MA6, cerveau, rein, etc. Donc, vous allez avoir pour chaque organe le type d'isoforme prédominant de la lactate déshydrogénase. Et regardez à côté, je vous mets un zygomogramme et vous voyez que là, on peut les séparer facilement par électrophorèse. Voilà. Et donc, c'est ça l'essentiel. Donc, je crois qu'on a parlé de l'essentiel. Donc, vous avez même 3 exemples. Vous êtes bien servi des isoenzymes. Donc, les isoenzymes, mémorisez toujours donc, des enzymes qui ont la même fonction, mais qui, tout simplement, vont avoir des paramètres cinétiques différents et des régulations différentes. Voilà, et on peut les séparer facilement par électrophorèse. Voilà.
Donc là, c'est pour l'expression différentielle. Vous avez le contrôle transcriptionnel. Ça, c'est une régulation qui se fait généralement à long terme. Et là, il s'agit tout simplement de contrôle aux différents stades de transcription, de traduction ou de modification post-traductionnelle. Donc, c'est un peu l'équilibre entre la synthèse et la dégradation de l'enzyme. Donc, il est moins important pour nous dans ce cours. Voilà, donc la régulation intrinsèque. Pour la régulation intrinsèque, vous avez la régulation par synthèse, si vous voulez, d'enzymes inactives au début. Donc, je commence par donner l'exemple de zymogène. Est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'un zymogène? Les étudiants de notre établissement doivent le savoir au moins. Un enzyme non fonctionnel. Voilà, c'est une forme inactive de l'enzyme. Voilà, c'est une forme inactive de l'enzyme. Je vous explique. Donc, je donne par exemple les enzymes digestives. Donc, les enzymes digestives, nous avons la trypsine, la chymotrypsine, la carboxypeptidase, etc. Donc, nous avons plusieurs enzymes qui sont sécrétées au niveau du pancréas, mais qui ne sont utilisées qu'au niveau de l'intestin. D'accord? Donc, le pancréas il synthétise ces enzymes digestives et ces enzymes digestives vont être postées vers l'intestin. Si le pancréas synthétisait ces enzymes sous leur forme déjà active, qu'est-ce qui risque de se passer? Qui c'est qui peut me répondre? On aura un déséquilibre. Non, ce n'est pas tellement un déséquilibre. Mais regardez, si l'enzyme elle est active, elle va faire le chemin du pancréas jusqu'à l'intestin. Elle va être active sur toutes les protéines qu'elle va rencontrer sur son chemin. Nous sommes d'accord? Et ça risque d'être très dangereux pour l'organisme. D'accord? Donc là, l'enzyme ne doit être active qu'au niveau du site où elle va être active. D'accord? C'est comme si j'ai une lame de couteau et j'ai envie de la donner à quelqu'un. Nous sommes tous dans une salle et j'ai envie de la passer à quelqu'un qui se trouve derrière la salle. C'est pratiquement dans les rangs de derrière. J'envoie mon couteau dégainé, n'est pas protégé, et je l'envoie comme ça. Donc, il risque de faire mal à toutes les personnes qui se trouvent entre nous. D'accord? Donc là, c'est dangereux. Donc, alors, si je veux envoyer un couteau, je vais tout simplement le laisser dans sa gaine, protégé. Et quand il arrive à la personne qui va s'en servir, elle va tout simplement enlever le couvercle et travailler avec. C'est exactement la même chose. Donc, le site actif, en quelque sorte, au niveau du zymogène, il est masqué, d'accord? Et il va être réactivé, démasqué, quand l'enzyme arrive à destination, c'est-à-dire au niveau du site où elle va être tout simplement opérante. Donc là, je vous donne un exemple. Il y a des exemples. Regardez, la régulation des protéines acérines, des protéases acérines. Qu'est-ce que ça veut dire, les protéases acérines? Si je vous parle de protéases acérines, dites-moi, je veux voir si vous avez compris un peu le site actif. Vous pensez à quoi quand je vous dis des protéases acérines? Ce sont des enzymes qui dégradent les protéines et qui contiennent l'acide aminosérine. Très bien. Il contient l'acide aminosérine au niveau du site actif. D'accord? Au niveau du site actif. Alors, regardez, quelle est la particularité de l'acide aminosérine? Je vous ai dit qu'au niveau du site actif, vous avez des acides aminés qui ont des fonctions réactives. Quelle est la fonction réactive de la sérine? Fonction alcool. Voilà, la fonction alcool. Quelles sont les caractéristiques de la fonction alcool? Qu'est-ce qu'elle peut faire, la fonction alcool? Un pouvoir d'équilibre en moins. Voilà, donc elle va être sous forme, voilà, donc là, quand elle est sous forme d'alcoolate, c'est-à-dire au moins alcoolate, là, elle peut jouer un rôle dans l'attaque nucléophile, ça c'est très important. Elle peut attaquer un site de densité électronique faible parce que il y a un moins, c'est-à-dire il y a une richesse électronique, l'alcoolate, donc il peut engager des attaques nucléophiles. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Madame, le pouvoir acido-basique. Voilà, il y a le pouvoir acido-basique, parfois ça j'ai une fonction alcool, le pouvoir acido-basique, mais elle peut jouer le rôle basique
d'accord, c'est-à-dire elle peut fixer un proton, d'accord. Donc là, c'est une voilà. Mais généralement, vous allez voir, elle va jouer le rôle d'attaque nucléophile dans toutes les protéases acériques sous forme de O-. Donc, c'est une richesse électronique. Elle va pouvoir attaquer le carbone, généralement, de la liaison amide, de la liaison peptidique, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Donc, les protéases acérines, c'est la trypsine, d'accord? C'est la carboxypeptidase. Donc, nous allons voir, non, la carboxypeptidase, ce n'est pas une protéase. De toute façon, on va voir la protéase acérine. D'accord, la chymotrypsine, c'est une protéase acérine. D'accord, la proélastase, la trypsine, c'est une protéase acérine. Donc, regardez, au niveau pancréatique, il est synthétisé sous forme de trypsinogène et arrivé au niveau de l'intestin, regardez, il y a une entéropeptidase. Ça veut dire que c'est une enzyme qui est entérée, qui appartient à l'intestin. Et c'est elle qui va l'activer sous forme de trypsine. Une fois que nous avons la trypsine, elle-même, elle va autocatalyser sa propre digestion, c'est-à-dire on va passer de la trypsinogène en trypsine. La trypsine va pouvoir activer la procarboxydase, la proélastase et la chymotrypsinogène. Donc, un zymogène, on va dire gène, soit chymotrypsinogène, soit pepsinogène, d'accord, soit on va dire proélastase, procarboxydase. Donc, le terme gène, N ou pro veulent dire tous des des zymogènes. D'accord? Et donc là, regardez, d'autres enzymes qui étaient sous forme donc, de zymogènes vont être activées grâce à la trypsine. Comment se fait cette activation? Je vous montre ici dans la diapo qui suit. Regardez, il va y avoir des protéolyses, ce qu'on appelle des protéolyses ménagées. Et donc là, c'est une activation par protéolyse ménagée. Regardez la trypsine, elle va arriver, elle va prendre la chymotrypsinogène, c'est-à-dire la chymotrypsine inactive, elle va faire une première coupure. Donc, une première coupure au niveau de l'acide aminé 15 et l'acide aminé 16. Après, donc, regardez, je vais générer donc deux parties de l'enzyme. Après, il va y avoir une seconde coupure. Et donc, cette seconde coupure va se faire, donc faites attention, au niveau de l'acide aminé 146, d'accord, 146 et 147. Et là, on va couper. Donc, quand on va couper, on va enlever 2 dipeptides. Regardez ici, quand je vais faire 2 coupures sur une chaîne primaire, je vais avoir 3 morceaux. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je vais avoir la chaîne A, la chaîne B, la chaîne C. Dans ces 2 coupures, il va y avoir 2 dipeptides qui vont être enlevés. Donc, faites attention, regardez, j'ai la séquence 1, 13 et j'ai la séquence 16, 146. Ça veut dire que l'acide aminé 14 et 15 sont partis. La même chose, là, je vais avoir la séquence 149, 245 et la séquence 16, 146. Ça veut dire qu'il y a l'acide aminé 147 et 148 qui sont partis. Donc, nous avons enlevé 2 dipeptides à la première chaîne et nous allons générer 3 chaînes qui vont se lier par des ponts de disulfure et vont configurer la chymotrypsine. Et c'est sous cette forme-là que la chymotrypsine va être tout simplement active. Donc, c'est une activation par protéolyse ménagée. C'est clair? Oui? Mutisme total? J'attends que quelqu'un parle. Non, madame. Madame, lorsqu'on a fait... Oui? Madame, s'il vous plaît, madame, vous pouvez répéter. Oui, on a Regarde. perdu quoi? Vous avez perdu quelque chose? Non, on a perdu quoi lorsqu'on a fait la protéolyse? Quand on a fait la protéolyse, regardez, on avait commencé par une seule chaîne et nous avons maintenant la chaîne jaune, la chaîne verte et la chaîne bleue. Alors, regardez, j'ai de A à 13, j'ai le 16 jusqu'à 146, j'ai le 149 jusqu'à 245. Quels sont les acides aminés qui manquent? L'acide aminé 14 et l'acide aminé 15, l'acide aminé 147 et l'acide aminé 148. D'accord? Donc là, j'ai 2 peptides qui sont partis. D'accord? Donc, la coupure, il va y avoir 2 coupures et il va y avoir deux dipeptides qui vont être enlevés. Et je vais générer 3 chaînes, la chaîne jaune, la chaîne verte et la chaîne bleue, qui vont se lier entre elles et configurer donc
la chymotrypsine active. C'est mieux? Oui, madame. Voilà. Bon, là, je vous donne encore un autre exemple. Donc, je donne plusieurs exemples pour que vous voyez l'intérêt des homogènes. Alors, je vais vous poser une question. Vous savez bien que quand notre sang coule, il va coaguler. D'accord? Et quand il va coaguler, c'est toujours des enzymes. Donc, tout se passe dans notre organisme grâce aux enzymes. Donc, vous avez plusieurs enzymes qui sont appelées facteurs de coagulation. Ce sont des enzymes, voilà, comme le facteur, voilà, vous avez le facteur 11, le facteur 9, le facteur 10, d'accord, le facteur 7, le facteur 5, voilà, et ils vont tous permettre la coagulation pour générer tout simplement le caillot de fibrine qui va bloquer tout simplement l'hémorragie, d'accord. Si ces enzymes de coagulation étaient toutes actives dans l'organisme, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le sang va couler normalement? Non. Voilà, donc c'est trop dangereux. Donc ces enzymes, les enzymes de la coagulation sont toutes présentes là, mais elles ne vont pas être actives. Elles ne vont être actives que quand il y a, regardez, il va y avoir ici, quand il va y avoir un dommage vasculaire. C'est marqué chez vous à droite. Quand il y a un dommage vasculaire, il y a ce qu'on appelle, donc quand il y a une lésion au niveau de l'endothélium, il va y avoir la synthèse d'un facteur tissulaire. Ce n'est pas une synthèse, il est là, mais il est toujours piégé. Il n'est pas au niveau de la circulation, il est en réserve au niveau de l'endothélium vasculaire. Et il va être libéré. Et quand il va être libéré, il va initier l'activation des enzymes de coagulation. Il va y avoir une activation en cascade. Et c'est comme ça qu'il va y avoir la coagulation du sang. Si et seulement si, bien sûr, vous en avez besoin, s'il y a quelque chose qui peut, bien sûr, nécessiter que ces enzymes soient fonctionnelles pour bloquer une hémorragie. Donc là aussi, c'est un exemple important des homogènes. Donc vous voyez l'importance via laquelle l'enzyme va réguler, les enzymes vont réguler leur synthèse, ou l'organisme va réguler l'activité enzymatique. Vous avez également ici la régulation par modification covalente. Donc, nous sommes toujours dans les régulations intrinsèques. D'accord. Donc, nous avons commencé par la régulation par protéolyse ménagée et nous avons donné l'exemple des homogènes. Donc, je récapitule les homogènes, c'est-à-dire des enzymes qui vont être synthétisées sous forme inactive et qui ne vont être activées que quand, voilà, l'organisme en aura besoin, la cellule en aura besoin, ou l'organe en aura besoin si l'enzyme arrive à destination de l'organe où elle va être sollicitée, où son activité catalytique va être sollicitée. Nous passons par la suite à la régulation par modification covalente. Ça, c'est une régulation que vous allez voir bientôt avec M. Gendous, parce qu'avec l'enzymologie, après l'enzymologie, vous allez avoir la biochimie métabolique et M. Gendous va traiter beaucoup la modification covalente. Donc, beaucoup d'enzymes du métabolisme intermédiaire sont régulées par modification covalente. Comme son nom l'indique, ce n'est pas compliqué. Donc, je vais activer ou inactiver une enzyme, d'accord, par une liaison covalente qui va se former ou être coupée par rapport à un acide aminé du site actif. D'accord? Tout simplement. Regardez par exemple, ici je vous donne la réaction CH2OH plus la 3PO4, bon, le PO4 3-, c'est l'acide phosphorique, c'est le phosphore inorganique. Et donc là, regardez, il va y avoir la fonction de la sérine, là ça peut être une sérine. La fonction alcool de la sérine va être bloquée. Donc, faites attention, si le site actif aura besoin de la fonction alcoolase, c'est-à-dire du au moins pour enclencher le processus catalytique, il ne pourra plus. Parce que dès que l'acide phosphorique ou le phosphore inorganique se fixe dessus, il va piéger en quelque sorte la fonction alcool ou l'oxygène de la fonction alcool de la sérine, et là, l'enzyme est inhibée. Comme c'est le contraire, parfois la fixation va activer parce qu'elle va peut-être induire une ionisation, une autre ionisation, etc. Donc là,
vous avez soit je vais activer par fixation d'un groupement chimique, soit je vais désactiver par fixation d'un groupement chimique. Vous avez par exemple la glycogène phosphorylase qui est active sous sa forme phosphorylée. Vous avez la glycogène synthétase qui est plutôt inactive sous sa forme phosphorylée, comme je viens maintenant de vous expliquer. Vous avez la pyruvate déshydrogénase qui va être inactivée sous sa forme phosphorylée. Et vous avez la pyruvate kinase. Toutes ces enzymes, vous les connaissez, va être inactive sous sa forme phosphorylée. Je vais juste voir un peu vos connaissances. La glycogène phosphorylase, qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est l'importance de la glycogène phosphorylase? À pas passer par votre métabolisme intermédiaire, il faut le remettre un peu, parce que bientôt vous allez refaire le métabolisme avec M. Gendutz. Oui, oui. Il est responsable de la dégradation du glycogène. Très bien. En glucose? Un phosphate. Voilà, très bien. Donc, la glycogène phosphorylase, elle coupe le glucose. Et si la glycogène phosphorylase était toujours active, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous aurons des réserves en glycogène? Non, tout va être... Non. Voilà, nous n'aurons pas de réserve, ça ne marche pas pour la cellule. Très bien. Donc là, nous devons avoir la glycogène phosphorylase au cas où nous en aurons besoin, mais elle ne doit pas être active tout le temps. Elle ne va être active que comme si nous sommes en état de geste, nous sommes en état d'hypoglycémie. Bien sûr, c'est l'état de jeûne qui va bien sûr nous entraîner vers l'hypoglycémie, entre autres. Si bien sûr nous avons une demande inopinée d'énergie, je cours rapidement, je fais beaucoup d'efforts, j'ai besoin de mobiliser mes réserves énergétiques, donc je dois ravitailler bien sûr ma glycolyse en glucose pour pouvoir ravitailler ma chaîne respiratoire en bien sûr NADH et FADH2. Donc là, tout simplement, je vais activer l'acheminement du glucose vers la voie oxydative et donc je vais lyser mon glycogène. Donc là, généralement, M. Gendutz va vous reprendre ça avec vous. Je ne vais pas perdre de temps dans ce détail-là. Vous allez voir, ça peut se faire facilement par voie hormonale, par voie, bien sûr, si vous avez peur, si vous avez donc l'adrénaline, vous avez les corticoïdes, etc. Donc, tous ces médiateurs-là vont permettre l'activation de la glycogène phosphorylase via la protéine G. Donc, vous allez voir cette cascade d'activation avec M. Gendutz dans le métabolisme intermédiaire. Donc là, ce que vous devez savoir ici, c'est que la glycogène phosphorylase, elle est inactive et nous allons avoir à l'activer quand l'organisme aura besoin de ravitailler tout simplement sa voie oxydative par le glucose. Et donc là, on va la phosphoryler. La même chose pour la glycogène synthétase, elle va être inactivée parce que qu'est-ce qui va activer par exemple la glycogène phosphorylase, c'est qu'est-ce qui va activer la glycogène synthétase? La glycogène synthétase, par exemple, qu'est-ce qui va l'activer? Si on parle la glycogénèse? Non, je parle des hormones, c'est-à-dire les hormones. Vous avez l'insuline et vous avez le glucagon, vous savez bien, l'insuline et le glucagon. Quand vous êtes en hypoglycémie, donc là, c'est essentiellement le glucagon qui va être activé et donc il va activer, d'accord, là, le glucagon va activer la glycogène phosphorylase, d'accord. Quand vous n'avez aucun problème, vous me suivez? Normalement, vous deviez me répondre. Qu'est-ce qu'il fait le glucagon? Qu'est-ce qu'elle fait l'insuline? Le glucagon, c'est une hormone qui est hyperglycémiante et l'insuline, c'est une hormone qui est hypoglycémiante. Nous sommes d'accord? Donc, quand nous sommes en hypoglycémie, le pancréas va plutôt synthétiser du glucagon. D'accord? Et le glucagon va activer la glycogène phosphorylase. D'accord? Par contre, l'insuline, elle est hyperglycémiante, vous savez bien, parce qu'elle augmente le transport du glucose vers les tissus périphériques. Et donc, vous n'avez pas besoin d'activer la glycogène phosphorylase. C'est plutôt l'insuline va activer la glycogène synthétase pour mettre le glucose en réserve.
Voilà, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails, vous allez le revoir, là, ça c'est du domaine du métabolisme intermédiaire, vous allez le faire avec M. Gendouz. La pyruvate déshydrogénase, qu'est-ce qu'elle fait la pyruvate déshydrogénase? Nous la trouvons à quel site? La décarboxylation oxydative de pyruvate en acétyl-CoA. Très bien, là ça me fait plaisir. La pyruvate kinase, c'est la dernière étape de la glycolyse. C'est elle qui permet, bien sûr, de la synthèse du pyruvate. Sur cette synthèse, vous allez produire 2 ATP. D'accord? Phosphoénol pyruvate en pyruvate et vous avez la synthèse d'ATP. Voilà, n'oubliez pas votre métabolisme, l'enzymologie et le métabolisme intermédiaire sont très liés. Donc voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. J'oublie toujours de passer mes diaporamas, excusez-moi. Là, c'est un peu ce que je vous ai expliqué. Donc regardez, donc vous pouvez passer de l'inactif à l'actif via une phosphorylation. Ici, je crois que je vous donne la pyruvate déshydrogénase et voilà, regardez. La PDA, c'est la pyruvate déshydrogénase. Quand elle est inactivée, regardez, la pyruvate déshydrogénase, elle permet tout simplement de synthétiser l'acétylcoenzyme A. Vous vous rappelez, avec le NADH. Et donc, on va consommer, bien sûr, l'ATP. Et là, regardez, PDH inactif. Qu'est-ce qui va inactiver parce que je vois, vous n'avez pas tout le diaporama, c'est ça? Vous voyez le bas ou pas? Non, madame, non. Ouais, c'est un problème là. Mais de toute façon, vous avez ça sur le diaporama. Il faut que je corrige un peu mes diaporamas. Je vais essayer, moi, de faire ça. Voilà, parce que j'ai un écran tactile. Voilà. Donc, regardez, c'est la phosphatase. D'accord? Voilà. Donc, la phosphatase, quand je vais couper, quand je vais enlever le phosphate, je vais activer la pyruvate déshydrogénase parce que la phosphate déshydrogénase, elle est activée par tout simplement, qu'est-ce que je raconte, par phosphorylation tout simplement de sa fonction sérine. Voilà. Ici, je vous donne les principales modifications covalentes. Donc, regardez. Vous allez avoir la phosphorylation, mais je la mets en rouge parce que principalement, vous allez avoir des activations. On parle d'activation par phosphorylation, déphosphorylation. M. Gendouz va vous parler d'activation par phosphorylation, déphosphorylation dans les activations, bien sûr, covalentes. Vous pouvez avoir une acétylation, quand vous pouvez avoir une méristylation, quand vous pouvez avoir une carboxylation, quand vous pouvez avoir des ubiquitinations. Donc, vous avez toutes ces possibilités, mais dans le métabolisme intermédiaire, c'est pour ça que je l'ai marqué en rouge, c'est essentiellement les modifications covalentes, c'est essentiellement la phosphorylation, déphosphorylation. Voilà. Donc, je vais finir par la régulation allostérique. La régulation allostérique, nous allons la voir à la fin de ce cours. Ça va nous prendre un bon bout de temps vers la fin. Donc, la régulation allostérique. Donc, qui dit allostérique, donc dit allostérie, dit allos stéréos. Donc, en latin, c'est autre forme. D'accord. Donc, les enzymes allostériques, je le dis et je le répète. Donc, les enzymes allostériques sont les enzymes de régulation métabolique par excellence. Ce sont les enzymes de régulation métabolique par excellence. Généralement, toutes les enzymes qui se trouvent en charnière, en début de série métabolique, je veux dire de séquence, excusez-moi, je cherche le terme, de séquence métabolique, sont des enzymes allostériques. Voilà. Donc, ça veut dire que cette enzyme va réguler le flux métabolique à travers la séquence métabolique qu'elle conditionne. D'accord? Donc, s'il y a un excès de production de produits, il va y avoir un rétro-contrôle négatif, il va y avoir une régulation dans le sens de ralentir. Si c'est le contraire, s'il y a nécessité de produire un plus de produits, je vais tout simplement activer cette enzyme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces enzymes-là existent sous 2 formes. Je n'ai pas ça sur mes diaporamas. Quand je ne dis, il y a des choses qui ne sont pas sur ma diaporama, vous pouvez noter. C'est pas d'habitude quand j'ai un tableau, j'écris dessus. Ça existe sous 2 formes. Donc, il va y avoir une forme peu active et une forme très active. D'accord?
Quand je dis forme peu active ou forme très active ou une forme très affine et une forme peu affine, c'est-à-dire que les deux formes vont différer soit par leur affinité, soit par leur activité catalytique. D'accord? Et donc, les deux formes vont être toujours en équilibre. L'équilibre va être déplacé vers la forme très active ou la forme très affine, d'accord? Quand c'est un activateur ou quand c'est le substrat qui se fixe sur l'enzyme. D'accord? L'équilibre va se déplacer vers la forme inactive ou vers la forme peu affine quand c'est un inhibiteur qui se fixe sur l'enzyme. C'est bien, vous suivez? Une réponse? Oui, madame. Voilà. Donc, vous avez deux formes. Voilà. L'enzyme va être présente toujours sous deux formes qui vont être en équilibre. D'accord? Une forme peu active ou peu affine et une forme très active ou très affine. D'accord? L'équilibre va se déplacer vers la forme très active et très affine quand il va y avoir la fixation du substrat sur les sites actifs de l'enzyme ou la fixation des effecteurs activateurs. Généralement dans le cas d'une allostérie positive. L'équilibre va se déplacer vers la forme peu active ou peu affine s'il y a la fixation sur des sites de l'enzyme d'un inhibiteur. Donc, je suis en train de lire le diaporama. Quand je mets molécule effectrice, qu'est-ce que c'est qu'une molécule effectrice? C'est soit un activateur, soit inhibiteur. C'est bon? Oui, dites-moi. Oui, madame. Voilà. Donc, alors, il y a les deux formes de l'enzyme, d'accord? Les enzymes allostériques sont généralement des enzymes qui sont oligomériques, vous pouvez les marquer. Oligomériques, ça veut dire qu'ils vont être constitués de plusieurs monomères. Chaque monomère possède au moins un site actif et des sites allostériques. Ça veut dire que plusieurs molécules de substrat peuvent se fixer sur l'enzyme. Donc, la protéine enzymatique possède plusieurs sites actifs et possède plusieurs sites allostériques. Donc, deux ou plus. Et ce qui fait que, généralement, quand il y a une allostérie positive, ou ce qu'on appelle une coopérativité positive, les premières molécules de substrat qui vont se fixer vont transformer la molécule d'enzyme vers la forme très active ou très affine et les autres molécules de substrat vont se placer sur les autres sites avec une meilleure affinité. De toute façon, on va faire ça en détail vers la fin de ce cours. Voilà, donc l'allostérie, c'est une des régulations principales ou c'est un outil de régulation principal que possèdent nos cellules pour réguler leur métabolisme intermédiaire. Voilà, donc je vais finir avec ça. Donc, on récapitule, vous avez une régulation extrinsèque, comme vous avez une régulation intrinsèque, d'accord? La régulation intrinsèque, dans la régulation intrinsèque, nous avons parlé essentiellement des extrinsèques, excusez-moi, nous avons parlé essentiellement des homogènes. Et donc, de la régulation des étapes, bien sûr, de synthèse et de dégradation des enzymes. Pour la régulation intrinsèque, nous avons parlé de la régulation covalente,
par fixation ou défixation de groupements chimiques sur les groupements fonctionnels du site actif. Nous avons parlé des isoenzymes, non pas des isoenzymes, excusez-moi, des imogènes. Rappelez-vous, de ce qu'on appelle aussi activation par protéolyse ménagée, c'est-à-dire là, c'est des enzymes qui sont là et qui sont synthétisées sous forme inactive et peuvent être activées. Donc, quand soit la cellule en aura besoin, soit quand ils arrivent au niveau du site où elles doivent être, bien sûr, actives. Et vous avez la régulation allostérique qui, je vous dis, pratiquement la régulation par excellence du métabolisme intermédiaire. Voilà, donc on finit ça. Et donc, nous allons ouvrir un nouveau chapitre, c'est la catalyse enzymatique. Donc là, la catalyse enzymatique, je vais essayer un peu de l'alléger par rapport à ce que je fais d'habitude, d'accord? Parce que d'habitude, je la fais vraiment avec plus de détails au niveau du tableau. Mais bon, là, je vais essayer d'alléger, je vais voir selon, bien sûr, votre degré de compréhension, mais je vais vraiment insister sur l'essentiel. Non, mais vous avez, je l'ai déjà initié un peu lors du dernier cours. Donc, en vous parlant d'attaque acido-basique, attaque nucléophile. Donc, si vous avez bien compris, vous allez voir, ce n'est pas du tout sorcier. C'est essentiellement ce qui régit la catalyse enzymatique de point de vue chimique. Après, il y a d'autres mécanismes de catalyse qui sont pratiquement propres à pratiquement tous les enzymes et qui sont facilement assimilables. Donc, l'approche mécanistique, vous allez voir que cette année, nous allons traiter deux parties. La première partie, c'est un peu le rappel avec les mécanismes réactionnels. Maintenant, je rentre dans cette partie-là que je suppose la majorité d'entre vous n'ont pas vu. Donc, nous allons y aller doucement. Et la deuxième partie, c'est essentiellement la cinétique enzymatique. Vous avez déjà vu la cinétique michaélienne. Nous allons passer aux cinétiques à deux substrats et à la cinétique allostérique. Et nous allons clôturer par un peu des applications industrielles de l'enzymologie. Donc, pour la catalyse enzymatique, ou cette partie-là, nous allons essentiellement comprendre. Donc, comprendre certaines choses. Regardez ici, je vais souligner, le partage d'écran est toujours là. Oui, madame. Voilà, regardez, transfert électronique. D'accord? Et regardez ce que je vais faire. Oui, je vais peut-être parfois de temps en temps jouer avec mon écran. Partager la disposition des groupements chimiques mis en jeu, ça aussi c'est très important. Excusez-moi, ça je vais le mettre en gras. Voilà le substrat ainsi que les contacts interatomiques permettant la mobilité. Voilà, ça c'est important. Donc c'est ce qui m'intéresse. Donc moi ce que je veux, ce que j'ai envie de comprendre, si je veux en prendre, tous les étudiants vont se dire comment se fait cette catalyse? Oui, madame, vous nous avez dit que l'enzyme augmente la vitesse de la réaction. Vous nous avez dit que l'enzyme augmente la vitesse de la réaction par un abaissement de l'énergie d'activation. Vous nous avez dit que l'abaissement de cette énergie d'activation se fait essentiellement parce que l'enzyme arrive à scinder la réaction globale en plusieurs étapes partielles nécessiteuses d'une quantité d'énergie moindre. Là, nous avons tous compris ça. Nous avons compris que l'enzyme, elle va ramener une réaction biochimique plus rapidement à l'équilibre que si elle se déroule de manière spontanée. Mais plus, ça veut dire énormément plus. C'est de l'ordre des millions et des milliards de fois. Donc, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enzymes sont dotées d'une capacité et d'une efficacité catalytique qui est énorme. Maintenant, ce que vous devez vous demander, mais comment ces enzymes arrivent à acquérir cette capacité? Donc, nous allons voir. Nous allons voir des choses déjà qui sont communes à toutes les enzymes, de par leur structure, et nous allons voir quels sont les mécanismes réactionnels qui vont permettre d'initier de manière spontanément les processus catalytiques, voilà, chimiquement parlant. Voilà, c'est le but de cette partie-là. Donc, nous allons commencer d'abord par les deux principes chimiques que vous connaissez déjà. Donc, maintenant, je veux que ça soit vous qui devez me les énoncer parce que nous avons vu ça lors de la dernière séance. D'accord?
Après, les autres, donc on va les traiter, mais vous connaissez déjà l'essentiel. Donc, on va un peu définir un peu ce qui caractérise l'enzyme. Et après, de point de vue pouvoir catalytique, et par la suite, nous allons faire 3 exemples concrets de catalyse enzymatique. Voilà, si c'est aujourd'hui, on arrive à finir pratiquement les 6 mécanismes parce qu'ils ne sont pas compliqués. La prochaine fois, vous allez tous préparer les mécanismes. Enfin, je n'ai pas de temps maintenant, je vais vous dire ça à la fin, d'accord? Parce que vous risquez d'oublier d'ici là, ou de vouloir oublier. Allez-y. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une catalyse acido-basique? Est-ce qu'il y a un garçon qui nous a rejoint? Monsieur Sissoko Modi, c'est un garçon, je suppose. Monsieur Sissoko? Sissoko? Allez-y, j'aimerais bien vous entendre si vous êtes là. Non, il est absent. Faites attention, ces absences ne vont pas vous servir. Ils vont... Oui. Madame, j'ai lu dans la diapo avant qu'on a 2 types de catalyse, homogène et hétérogène. Ah ouais, très bien, ma fille. Oui, je n'avais pas vu ça. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une catalyse homogène? Qu'est-ce que c'est qu'une catalyse hétérogène? Donc, une catalyse homogène, quand vous avez tout simplement le substrat et l'enzyme qui sont tous les deux solubles, d'accord, dans l'eau. C'est-à-dire, vous avez le substrat et l'enzyme sont dans la même phase, soit dans une phase organique, soit dans une phase dans de l'eau, mais tous les deux dans la même phase, d'accord? C'est ce que nous allons voir essentiellement cette année, d'accord? C'est ce que nous allons voir dans le TP, dans notre TP. Vous allez voir la catalyse hétérogène, nous n'allons pas la traiter parce qu'elle a un degré de difficulté un peu supérieur. Nous n'aurons pas le temps de le voir. Donc, la catalyse hétérogène, quand l'enzyme et son substrat sont dans des phases différentes. Par exemple, ça veut dire quoi? Par exemple, vous allez avoir comme les lipases. Les lipases, généralement, font partie des enzymes qui exercent des catalyses hétérogènes. Parce que les lipases, quand il dit lipase, dit quoi? Dit hydrolyse d'un lipide. Donc, le lipide, tout simplement, c'est un composé qui est hydrophobe, d'accord, qui n'est pas soluble dans l'eau. Vous me suivez? Alors que l'enzyme va être tout simplement soluble dans l'eau. Donc là, ce sont 2 phases. L'enzyme, c'est une protéine et son substrat, c'est tout simplement un corps gras qui est hydrophobe. Quand vous mettez un triglycéride avec une lipase, vous allez avoir 2 phases différentes, d'accord? Une phase de solubilité de la protéine, c'est-à-dire la lipase, et vous allez avoir le substrat qui n'est pas soluble dans l'eau, d'accord? Ce sont essentiellement les lipases. Si nous avons du temps, je parlerai un peu des lipases. Ce que je vais faire carrément, je vais vous donner, donc, mais peut-être dans nos exposés, on va cette année, parce que les lipases sont très, très utilisées dans l'industrie agroalimentaire. Et peut-être ça serait l'occasion pour nous de parler un peu de la catalyse hétérogène. Donc, je vais vous ouvrir un peu une parenthèse dessus. Je vais vous montrer un peu le fonctionnement des lipases. C'est très, très joli. D'accord? Et après, vous allez comprendre leur application industrielle. Donc, maintenant, vous avez compris ce que c'est qu'une catalyse homogène et une catalyse hétérogène. Tout simplement, je lance ça pour savoir que toutes les deux existent. Donc, homogène quand le substrat et l'enzyme font partie de la même phase, hétérogène quand elles font partie de 2 phases différentes. Nous allons voir, même parfois, en fait, l'immobilisation, si on a le temps de parler de l'immobilisation des enzymes, nous allons voir parce qu'on va le voir en TP. Donc, j'aurai l'occasion de parler de la catalyse hétérogène. Voilà, donc pour les mécanismes de catalyse, donc la catalyse acido-basique, la catalyse covalente, qui c'est qui peut me dire qu'est-ce que c'est qu'une catalyse acido-basique? Donc, monsieur, si Sissoko Modi n'est pas là, je crois que les garçons, généralement, ne sont pas parmi nous. Dans ce cours, il y a beaucoup plus de filles. Donc, j'ai 3 garçons. J'ai un autre garçon, je crois. Non?
c'est Sissoko Moudi, j'ai Khalifi Anas et j'ai Azwali Ali. Je n'ai pas un autre garçon. C'est ce que j'ai, peut-être. Ouais, je ne sais pas, j'ai un nom, peut-être étranger, mais Stéphanie Tonkoano. C'est une fille ou un garçon? C'est une fille, madame. Vous êtes là? C'est une fille? Oui, je suis là, madame. D'accord, donc là, vous n'êtes pas une compatriote, c'est pour ça, excusez-moi, je ne reconnais pas le... Mais Soukena, je suppose que ça va être une fille. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis burkinabé. Ouais. Bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi nous. Voilà. Merci. Voilà. Donc, catalyse acido-basique, qui c'est qui peut me répondre? Mademoiselle Aït Fakir Siham? Absente? Oui, madame, non. Alors, faites attention parce que je marque des absents. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une catalyse acido-basique? Nous en avons parlé la dernière fois. Oui, c'est une catalyse qui se fait grâce aux acides aminés qui se trouvent dans le site actif, qui sont dotés par une autre réactivité, dotés par des propriétés surtout acido-basiques. Et donc l'enzyme, il peut soit capter ou donner un hydrogène ou un échange de protons. Parfait, ça fait, tu as très bien répondu. C'est Siham, c'est ça? Oui. Voilà, oui, merci ma fille. Donc c'est ça. Donc une catalyse acido-basique, d'accord? C'est très simple, d'accord? Quand durant le processus catalytique ou le processus catalytique va être initié par un échange de protons entre les acides à groupement fonctionnel de l'acide aminé composant le site actif et le substrat. Très très simple. Si l'enzyme cède un proton, je vais parler de catalyse acide. Si l'enzyme capte un proton, je vais parler de catalyse basique. C'est très bon. Quand je vais parler de catalyse covalente, qui c'est qui peut me la définir? Banane ou Maïva? Oui. Qui c'est qui m'a dit, madame? Moi. Oui, c'est qui? Shaib Nouhaila. D'accord, Nouhaila. Oui. Madame, c'est catalyse covalente ou bien on peut dire aussi bien une catalyse ou bien un pouvoir nucléophile. Très bien. La catalyse électrophile ou nucléophile? Nucléophile ou bien électrophile. Très bien. Vas-y alors. Ce sont des acides aminés qui peuvent échanger des électrons avec le substrat. C'est-à-dire un atome qui est riche en électrons peut céder un électron à un atome qui est pauvre d'électrons. C'est-à-dire qu'ils ont une densité électronique qui est faible. Très bien, très bien. C'est Nouhaila, c'est Ben Hmaman? Non, c'est Nouhaila Shaib. Shaib, voilà. Donc il y a trois Nouhaila. Donc nous avons là. Elle est là. Merci. Voilà, donc je te note. Très bien, c'est une très bonne réponse. Donc, une catalyse covalente, c'est tout simplement, elle peut être soit par une attaque électrophile, soit par une attaque nucléophile. Une attaque électrophile, ça veut dire que plutôt le site actif de l'enzyme contient un acide aminé peut-être qui aura besoin tout simplement qui présente un site de densité électronique faible et qui va tout simplement attaquer un site de densité électronique élevée du substrat. Quand c'est une attaque nucléophile, ce qui est beaucoup plus général, c'est que donc l'enzyme ou l'acide aminé de l'enzyme est doté d'un pouvoir nucléophile, une richesse électronique qui va chercher un site de densité électronique faible en électrons de substrat et qui va l'attaquer. Donc, pourquoi on parle de catalyse covalente? Parce que généralement, donc il va y avoir un établissement d'une liaison covalente avec le site de densité électronique faible. D'accord? Donc, et on va voir formation d'une liaison dative, donc, qui ressemble bien sûr à une liaison covalente, sauf que les deux électrons proviennent tout simplement, le doublé liant provient essentiellement de l'atome nucléophile. Et donc là, c'est une liaison covalente. Et généralement, quand il y a une liaison covalente, il y a des parts nucléophiles d'un des substituants initiaux du substrat. Nous allons voir. Donc, il y a toujours ces trois étapes dans la catalyse covalente. Un catalyse par ion métallique, à votre avis, ça va être quoi?
La fixation, non, c'est tout simplement que le métal, il y a un ion métallique qui fait partie du site actif de l'enzyme. D'accord? Un ion métallique, vous savez qu'un ion métallique, c'est connu, des ions métalliques ont bien sûr des orbitaux vides et donc ce sont généralement des sites de densité électronique faible, d'accord, et qui vont donc pouvoir initier. Donc vous avez deux possibilités, donc généralement ils initient des liaisons de coordination avec des substrats, en fait, ou des fonctions du substrat qui sont riches en électrons, d'accord. Donc l'ion métallique, il fait partie intégrante du site actif, nous allons voir. Et donc, soit l'ion métallique va tout simplement, carrément, c'est lui qui est responsable du processus catalytique. Par exemple, vous avez le fer de l'hémoglobine, c'est le fer qui fixe l'oxygène. D'accord? Si on ampute le fer à l'hémoglobine ne peut plus transporter de l'oxygène. Donc, je donne l'exemple de l'hémoglobine. L'hémoglobine, ce n'est pas une enzyme, mais c'est juste un rapprochement parce que c'est un peu donc un rôle de transfert, mais ce n'est pas de transformation. D'accord? Donc, le métal fait partie du site actif de l'enzyme et c'est lui qui régit le processus catalytique. Nous allons donner des exemples. D'accord? Soit le métal va permettre la fixation du substrat. Soit le métal va permettre tout simplement, donc ça va être la fixation, la bonne orientation du substrat, d'accord, ou la bonne orientation, où vous allez voir, il peut protéger le substrat, c'est-à-dire amener le substrat dans l'orientation adéquate et donc va stabiliser. Soit le métal va stabiliser l'état de transition de l'enzyme. Donc vous avez plusieurs rôles que joue le métal, d'accord? Donc, soit il va activer un substrat, vous allez voir qu'il peut carrément activer l'eau dans pas mal d'enzymes, soit il va participer au processus catalytique, d'accord? Soit il va stabiliser, d'accord, un état de transition de l'enzyme, soit il va permettre la fixation optimale du substrat. Donc, nous allons voir ça, ce détail-là. Nous devons finir à 10 heures. Vous avez bien sûr encore une fois un autre. Donc,